au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. L'actualité ce soir, Dakar abrite 2 conférences internationales auxquelles participe le chef de l'État. Le président Faure Gnassingbé s'est même exprimé le point de vue du chef de l'État sur le développement durable et la dette, à écouter tout à l'heure dans ce journal. Le Togo et l'Union européenne signent une convention de financement. Son montant, 21 milliards de francs CFA. À quoi va servir tout cet argent? Eh bien, les précisions tout à l'heure dans ce journal. Des précisions, davantage de précisions, eh bien, le directeur de la police nationale en a apporté ce mardi sur les événements du 23 novembre dernier. L'attaque dirigée contre les forces de sécurité face à la presse. Le corps du délit a été présenté. Et puis, le CNAO, le Centre national d'appareillage orthopédique, en journée porte ouverte depuis ce matin. L'initiative marque la journée internationale des personnes handicapées ce mardi. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Direction ce soir Dakar, capitale de 2 importantes réunions économiques. La conférence internationale du Fonds mondial international et dans la foulée, une session extraordinaire de l'UEMOA. Le chef de l'État Faure Gnassingbé est sur place. Voici d'abord les images de l'arrivée du président de la République à Dakar ce lundi. Voilà, donc vous venez là de suivre les images de l'arrivée du président de la République à Dakar, accueilli sur place, et cette délégation qui l'accompagne. À Dakar, justement, à la tribune de la conférence internationale sur le financement du développement, le chef de l'État a pris la parole, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, son intervention, son point de vue sur la problématique du juste équilibre entre le développement durable et la dette soutenable. Je vous propose d'écouter le président Faure Gnassingbé devant ses pairs. Cet exercice, comme vous le disiez, est intéressant parce que pour une fois, nous avons ce dialogue collectif interafricain. Beaucoup de pays ont fait des efforts. Nous avons fait des changements qu'il fallait pour assainir les calmes macroéconomiques, la stabilité, les critères de convergence. Le président Issifou vient de rappeler que son pays respectait tous les critères. Nous sommes un certain nombre à respecter, peut-être pas tous, mais la majorité des critères. C'est un peu la discipline que nous avons instaurée au sein de l'UEMOA. Mais ce dialogue ne serait pas utile si on ne débattait pas de la réalité. En respectant ces critères-là, quel est l'impact sur la vie de nos populations? Je sais que ce sont des questions difficiles, Madame la directrice générale du Fonds. À un moment donné, nous devons nous en tenir à ce que nous avons sur notre continent. Ce que je souhaiterais, c'est que le débat soit poursuivi de façon sérieuse. Parce que le mot urgence qu'on a prononcé, cette urgence, nous la vivons tous les jours. On peut avoir la satisfaction de respecter les critères de convergence, mais les populations peuvent se sentir insatisfaites. On ne peut pas nous demander à chaque fois de faire des efforts dans des contextes difficiles et quand il s'agit des questions comme celle du climat, on fait des conférences et puis on ignore ça. Mais après, la sanction, elle est individuelle. Mais la sécurité, la défense, ce n'est pas un choix que nous avons choisi, c'est un choix que nous subissons, qui n'est pas de notre fait. Les gens ont eu la bonne idée ou la mauvaise idée, je ne sais pas comment la qualifier, de faire ce qu'ils ont fait en Libye, et nous payons aujourd'hui les populations. Ça, c'est
nous rentrons compte de la population et nous regarde en disant mais faites quelque chose pour vous. Et nous savons malheureusement d'expérience que c'est un mal qui est là et qui va durer. Nous devons prendre en compte ces questions-là, évoquées par le président Macky Sall, ensemble. Seuls, nous n'arriverons pas. Mais si vous continuez à nous prescrire les mêmes remèdes, il n'y aura pas de solution. Et évitons les frustrations de voir que nous allons de plan en plan. Donc c'est un peu moi ce que je voulais dire en disant qu'on n'aura peut-être pas les réponses, mais nous devons avoir le courage et l'audace de mettre ces questions-là sur la table et d'en débattre de façon durable. Et voilà l'intervention très appréciée du chef de l'État à Dakar. Alors, de quoi parle-t-on exactement à cette conférence internationale de Dakar? Il est précisément en effet question de développement durable, de la dette, comment l'Afrique y fait face, où peut y faire face. Tous sont là, les chefs d'État, les institutions partenaires, le secteur privé. Le résumé des travaux avec Joseph Amigon. Cette conférence internationale de Dakar, axée sur le développement durable et la soutenabilité de la dette, a été l'occasion pour les chefs d'État du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Sénégal et du Togo, et des représentants des organisations internationales, du secteur privé, du monde universitaire et de la société civile, de réfléchir sur la nécessité d'accompagner le développement des pays africains sans aggraver le poids de l'endettement. À la séance inaugurale, le président sénégalais Macky Sall a situé les enjeux de la conférence et remercié ses homologues pour leur présence à cette importante réunion et leur engagement pour le développement du continent. Des réflexions ont été menées au cours d'un panel de haut niveau sur les obstacles au financement du développement durable en lien avec la soutenabilité de la dette dans les pays africains. Le chef de l'État togolais, Faure Sozomania-Singbe, a partagé l'expérience du Togo en matière de financement du développement basé sur le partenariat public-privé, d'assainissement des finances publiques et du cadre macroéconomique et d'amélioration du climat des affaires. Le président togolais Faure Singbe a salué la convergence de vues de ses pairs sur les critères de viabilité de la dette dans les projets de développement en Afrique. Il a souligné à cet effet la nécessité pour les pays africains de poursuivre ces réflexions avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, tout en prenant en compte la vulnérabilité des populations africaines face au choc des changements climatiques, de la menace terroriste et des risques d'instabilité socio-politique. Les dirigeants africains ont convenu à l'issue des travaux de Dakar d'adopter une position commune, qualifiée par le président hôte de consensus de Dakar sur l'impérieuse nécessité de trouver le juste équilibre entre développement durable et dette soutenable sur le continent. Ils ont réitéré leur engagement à renforcer la mobilisation des ressources internes pour financer le développement et améliorer la gouvernance économique et l'environnement des affaires. Cette rencontre de haut niveau a vu la participation de la directrice générale du Fonds monétaire international, FMI, Mme Kristalina Georgieva, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Mme Amina Mohamed. Et voilà donc l'autre rendez-vous de Dakar, eh bien je vous l'annonçais aussi dans le sommaire, c'est la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Là on a parlé plus sécurité, la situation dans la sous-région, vous le savez, elle est préoccupante, ce qui a été donc dit à Dakar. Nous reviendrons demain dans nos prochaines éditions sur l'essentiel de ce qui ressort de cette conférence extraordinaire de l'UEMOA à Dakar. Quant à notre capitale, Lomé abrite depuis hier le 13e colloque international des services du Trésor pendant 3 jours. Universités, cadres des institutions de l'État et responsables des services de trésorerie de différents pays vont échanger donc sur les questions liées à la gestion même des finances publiques. Les précisions avec Carmen Magie à Capou. J'ai eu
l'occasion de discuter avec le Premier ministre comment l'Organisation internationale des bois tropicaux peut travailler ensemble avec le gouvernement togolais pour améliorer et pour développer le secteur forestier, l'agroforesterie et le bien-être des populations rurales. Discutons les impacts de climat, des changements climatiques et le développement économique du secteur pour bénéficier les populations rurales spécialement. On a discuté en détail ce qu'on peut faire ensemble avec le gouvernement et les populations du Togo. Et ce sont surtout des projets qui sont en faveur des populations locales, la restauration des sols, des forêts, mais aussi de développer une économie basée sur les forêts et les bois. Nous avons discuté quelles sont les idées ici au Togo et comment on peut les intégrer dans les paquets plus élevés avec les bailleurs de fonds. Parce que les bailleurs de fonds, ils sont en train de développer des paquets, des programmes plus élevés et n'est pas seulement donner des montants pour des projets individuels. Donc c'est l'objectif du Conseil de l'Organisation des bois internationaux tropicaux, maintenant qui se déroule à Lomé, pour approuver cette approche programmatique dans trois lignes, dans trois grands axes. Ce sont des lignes d'approvisionnement vert pour appuyer de production légale et soutenable. Et, je voudrais dire aussi que je connais le Togo un tout petit peu parce que j'ai travaillé ici au Togo pour la coopération allemande il y a presque 30 ans maintenant, et c'est toujours un plaisir de retourner dans ce beau pays ici, et mon souci est de donner appui au développement de ce pays. On a dû parler d'un dossier commun qui est l'organisation du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique qui doit avoir lieu ici au Togo en août 2020. Et pour cela, il fallait que je revienne vers le Premier ministre pour avoir quelques orientations, comme on a commencé à travailler, pour nous rassurer qu'on est en train d'aller vers la bonne direction et que donc tous les préparatifs sont devant bon train pour accueillir 47 pays de la région africaine, plus tous les partenaires techniques et financiers dans le domaine de la santé, pour se pencher sur l'agenda commun de tous les pays et voir comment organiser de façon très réussie ce grand événement annuel de l'Organisation mondiale de la santé. Ensuite, on a parlé bien sûr des dossiers très importants qui sont des dossiers multisectoriels dans lesquels on a besoin des orientations du Premier ministre pour qu'on puisse avancer. Donc il s'agit par exemple de la plateforme One Health, une seule santé. Il s'agit aussi d'un autre dossier très important pour promouvoir la santé de tous les individus à tous les âges à travers les exercices physiques. D'amener toute la population togolaise à faire des exercices physiques pour éviter les maladies non transmissibles que sont par exemple l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, et contribuer au développement du pays parce que le pays a besoin de bras et de pieds, de têtes solides, donc une santé physique, mentale pour que le pays puisse réellement aller de l'avant dans la mise en œuvre du PND. C'est-à-dire il nous a donné de très bonnes orientations et je suis sûre qu'au retour, avec le ministre de la Santé, on pourra aller vite.
Vous venez là donc de suivre les audiences accordées ce mardi par le Premier ministre à la primature, le chef du gouvernement qui a d'abord échangé avec la représentante de l'OMS au Togo, sujet évoqué, vous l'avez entendu, la grande rencontre du comité régional de l'Organisation de la Santé pour l'Afrique. Deuxième personnalité a reçu le directeur exécutif de l'Organisation internationale des bois tropicaux. C'était d'abord la première audience. Une rencontre a lieu depuis hier, vous le savez aussi, à Lomé. Toutes les précisions ont été données donc au micro de Dodo. Vous aurez toutes nos excuses aussi au passage pour ce malentendu tout à l'heure. L'actualité ce mardi, c'est aussi la signature à Lomé d'une convention de financement entre l'Union européenne et le Togo. En quoi consistent les termes de l'accord? Il y a d'abord ce chiffre à retenir, 21 milliards de francs CFA. Les précisions de Louis Cassi. 33 millions d'euros, soit 21 milliards de francs CFA, c'est l'engagement matérialisé ici par l'Union européenne pour financer le nouveau programme d'appui budgétaire, encore appelé contrat de consolidation de l'État du Togo, phase 3. 3 critères d'éligibilité conditionnent ce financement qui couvre la période 2019-2020. Parmi les critères, la stabilité macroéconomique, la réforme de la gestion des finances publiques et de la transparence budgétaire et la mise en œuvre du plan national de développement PND. En la matière, le Togo est apprécié pour ses progrès. Nous pouvons féliciter le Togo pour les importants résultats acquis dans la stabilisation de la politique macroéconomique, comme souligné par le Fonds monétaire international. Ces missions du FMI ont confirmé l'amélioration de la croissance de l'ordre de 5,3% du PIB pour 2019, la poursuite des efforts importants en matière d'assainissement budgétaire et une tendance à la baisse de la dette publique qui est désormais en ligne avec les critères de convergence de l'espace UEMOA. Aussi, au niveau de la transparence budgétaire, nous pouvons relever des importantes améliorations et notamment la tenue pour la première fois en juillet 2019 d'un débat d'orientation budgétaire et la publication des documents budgétaires. Sur la période 2014-2020, les programmes d'appui budgétaire de l'Union européenne au Togo sont passés de 25% à 38%. Ces financements viennent renforcer les ressources de l'État pour répondre aux besoins des populations. Ce nouveau programme d'appui vise à promouvoir une croissance socio-économique inclusive et stable au Togo, conformément aux 3 axes du plan national de développement PND 2018-2022, mis en place sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Esozina Nyasingbe. Le dit programme est destiné spécifiquement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes en matière de gestion des finances publiques, de la politique de décentralisation, de l'amélioration du climat des affaires et du système national de la statistique. De ce financement, 11 millions d'euros sont alloués à la décentralisation. Cette signature est le fruit d'un dialogue franc et des bonnes relations de coopération qu'entretient l'Union européenne et le Togo. Retour à présent sur ce 13e colloque international des services du Trésor. Je vous l'annonçais tantôt. Pendant 3 jours, universitaires, cadres des institutions de l'État responsables des services de trésorerie de différents pays du monde échangent à Lomé sur des questions liées à la gestion des finances publiques. Les précisions de Carmen Maggi à Capou. La gestion de la dette et la tenue des comptes de l'État revêtent une importance capitale pour la transparence des finances publiques. Depuis 2006, les hauts responsables des administrations financières de 30 pays de par le monde se sont regroupés en associations pour partager leurs expériences et savoir-faire en matière de trésorerie. Ce regroupement, dénommé Association internationale des services du Trésor, tient ici son 13e colloque. Les débats tournent autour de la maîtrise des risques comptables.
Dans toute organisation, d'une manière générale, il y a un certain nombre de risques qui peuvent subvenir et qui peuvent entraver le fonctionnement de l'organisation. C'est encore plus vrai en ce qui concerne les administrations financières, qui par nature sont des organisations qui sont soumises à un certain nombre de risques qui peuvent être de nature diverse. Donc l'objectif de la maîtrise des risques, c'est de pouvoir identifier ces risques en amont, d'en dresser une cartographie et de mettre en place un certain nombre d'outils qui permettent de prévenir ces risques et d'y faire face si jamais il survient. Depuis 2006, le Trésor public togolais a connu une profonde mutation. Le Togo, comme les autres pays de l'UEMOA, a entrepris plusieurs réformes. Celle de la comptabilité occupe une place de choix. De un comptable public, on est passé à 3 comptables et aujourd'hui à 5 comptables pour faciliter le compte rendu de la gestion des finances publiques que fait le Trésor public. Le changement positif que cela a apporté, c'est la spécialisation en matière de compte rendu. Parce que les 5 comptables gèrent 5 domaines différents et ça permet de rendre facilement compte à la Cour des comptes de la gestion qui est faite des finances publiques. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Badanam Patoki, a souligné pour sa part que la nouvelle exigence des finances publiques implique une grande fiabilité et sincérité des comptes de l'État qui doivent être établis selon les standards internationaux pour permettre une maîtrise des risques comptables et une comparaison plus aisée des finances de nos États. C'est une affaire prise au sérieux. Le bilan affiche un mort, des blessés, 4 armes importées. Les faits remontent à la nuit du 23 novembre dernier. Une attaque dirigée contre les forces de sécurité à l'Obéi-à-Sokoré. Dans la foulée, 18 personnes ont été interpellées. Le directeur de la police nationale a présenté ce mardi à la presse le corps du délit. Le récit, Arnaud Kidiouf. 18 personnes interpellées et des armes blanches saisies. Des individus se réclamant membres du mouvement Tigre Révolution auraient participé aux attaques des forces de l'ordre et de sécurité le 23 novembre à Lomé et à Sokodé. Selon la police, le mouvement Tigre Révolution est créé par un nommé Touré Madjidou, un Togolais résident en Belgique et dont les membres s'inscrivent via WhatsApp. Le responsable du mouvement, c'est celui que j'appelle Taïga. Je suis rentré dedans par un ami qui m'a dit il y a un groupe qui est chargé de se préparer ici le jour J pour faire la révolution. Je suis rentré en contact avec ce monsieur qu'on appelle aujourd'hui Taïga. Hier, il était à Abdoulmadi quand je le connaissais. Il dit, comme c'est vous qui circulez dans les villages et autres, on va vous présenter des alphas pour vous préparer contre ennemis. Le directeur général de la police nationale a exposé les faits et dressé le bilan de cette agression des forces de l'ordre et de sécurité dans leur mission dans la nuit du 23 novembre 2019. Suivant les déclarations des uns et des autres, au cours des réunions du Parti national panafricain, PNP, ils ont été approchés par des individus qui leur proposent de se joindre à un mouvement plus radical et révolutionnaire. L'objectif ultime de ce mouvement est d'organiser une révolution nationale afin de déstabiliser les institutions de la République en 3 jours. La période du 23 au 26 novembre 2019 a été ainsi retenue comme période qui s'y prête le mieux pour commencer leur révolution. Cette période a été communiquée à travers WhatsApp à tous les membres du mouvement. Ainsi, le 23, les radicaux capables d'affronter les forces de défense et de sécurité ont été soumis à une préparation mystique auprès de 2 marabouts. Le numéro 2, Awali lui-même, qui est un marabout, et un certain Alpha Mohamed. Dans le groupe, les 2 marabouts envoyaient également des rituels achetés parfois des coqs pour des cérémonies en individuel, et ceux qui ne pouvaient pas le faire seuls se transportaient chez le marabout pour le faire avec les autres. Pour leur protection spirituelle, le marabout Awali avait à sa disposition des tenues qu'il a préparées afin de protéger les membres contre les balles. Ces tenues
leur ont été distribués avant le jour J. À la perquisition du domicile du nommé Awali, une partie de cette tenue a été retrouvée. Leur armement au départ était individuel. Chacun devait venir avec ce qu'il avait à sa disposition. Mais dans le groupe, il y avait des gens qui savaient manipuler les armes à feu classiques des forces de défense et de sécurité. Ceux-ci devraient utiliser immédiatement les armes récupérées chez les forces de défense et de sécurité. Les chauffeurs de toute catégorie aussi y en avaient. Le 23 novembre 2019, à 0h, le groupe s'est rassemblé sur convocation du nommé Awali à Agoué à Djouba, sous les hautes tensions. De là, ils se sont articulés en 3 groupes. Le premier groupe, dit groupe des courageux, devait aller au contact des forces de l'ordre sans craindre leurs tirs, puisqu'ils sont protégés contre les balles, les molester, poignarder ou faire tout ce qui est possible pour leur prendre les armes. Ce groupe est dirigé par le nommé Salifou Alassane Abdoulaye alias dit Bindje Abbé et le nommé Vega. Le deuxième groupe devait chercher à barricader la route par des camions, des véhicules et par tout autre moyen pour handicaper les interventions des forces de défense et de sécurité. Le dernier groupe, quant à lui, est chargé de s'attaquer aux passants, les violenter et semer une panique générale afin de paralyser la vie sociale. Après cette organisation, ils se sont lancés sur le terrain. Le premier obstacle était la patrouille de la gendarmerie en pause sous le pont d'Agoué, communément appelé échangeur d'Agoué. À ce niveau, les gendarmes ayant vu un groupe les approcher, les gendarmes étaient au nombre de 5. Ils ont détaché 3 personnes pour aller au contact du groupe qui s'approchait de leur véhicule de patrouille. Les 3 sont arrivés et ils ont réussi. Ils ont d'abord intimé aux gens de s'arrêter. Alors qu'ils cherchaient à organiser, à entamer un dialogue avec ce groupe, des gens ont surgi de part et d'autre et les ont tout de suite assaillis. N'ayant plus d'espace, ni le temps nécessaire pour pouvoir utiliser leurs armes, ils ont été molestés et leurs armes leur ont été arrachées. Pendant que le groupe des radicaux traitait les 3 gendarmes, le groupe chargé de barricader, lui, a aperçu un camion Titan transportant du clinker qui passait au-dessus du pont. Donc ce groupe rapidement a intercepté ce camion clinker et ils ont fait sortir le chauffeur par menace. Et un des chauffeurs du groupe a conduit lui-même le camion clinker jusqu'en dessous du pont et l'ont ensuite incendié. Ils ont mis le feu. Les 3 gendarmes pendant ce temps étaient en train d'être molestés. Voyant qu'ils étaient pratiquement à terme, ils les ont suffisamment atteints et que les gens étaient agonisants. Un gendarme n'a pas eu de chance et l'ont pris, le croyant mort, et l'ont mis dans le feu. C'est pourquoi quand on voit dans les médias, les réseaux sociaux l'ont montré souvent, on voit un gendarme qui a des blessures graves. C'est le gendarme qui a été jeté dans le feu parce qu'on le croyait déjà mort. Celui-ci n'a pu se retirer que parce que, ayant perdu le pensant déjà mort, ils sont partis et lui, il a pu glisser du feu. Et on le sait bien, un des gendarmes va succomber plus tard à l'hôpital de ses blessures. L'étape suivante, après le pont, le groupe s'est tout de suite réorganisé et a entamé son mouvement vers le sud. Tout de suite après, ils sont arrivés au niveau de la Banque Atlantique. Là, on le sait bien, il y a une guérite où 2 gendarmes habituellement gardent la banque. À l'instant là, se trouvait un seul gendarme en faction dans la guérite. Le groupe a spontanément attaqué la guérite de tous les côtés, ne donnant pas de chance aux gendarmes d'utiliser encore une fois son arme. Et ils l'ont suffisamment molesté et
retiré encore une fois son arme. Cela fait 4 armes. Après la Banque Atlantique, il nous souvient bien, on a le commissariat à quelques centaines de mètres. Le groupe s'est de nouveau réorganisé après avoir fini avec leur deuxième obstacle et a entamé le mouvement vers le commissariat. À 100 mètres environ du commissariat, les policiers ayant déjà eu du moins les échos de ce qu'un groupe bien organisé est en train de vandaliser tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, les policiers ont commencé par les accueillir avec des gaz lacrymogènes. Ce groupe, maintenant avec 4 armes AK-47, ce groupe n'a pas hésité à lancer tout de suite des cocktails Molotov qu'ils avaient déjà préparés avant de quitter et à faire usage des armes qu'ils ont prises chez les gendarmes. Donc ils ont commencé par tirer. Les policiers ayant compris que non, ils sont en face d'un groupe qui tire à balles réelles, les policiers ont changé eux aussi de moyens. Ils ont pris les armes qu'ils ont tirées suffisamment en l'air pour les dissuader, mais cela n'allait pas y continuer la progression. Ils étaient contraints de descendre les canons pour atteindre le premier, le dirigeant Bindje, que tout le monde dans le groupe savait suffisamment puissant et que les balles, en aucun cas les balles des armes classiques ne pouvaient pas atteindre. Mais quelle ne fut leur surprise, ils constatent que Bindje, le chef, est tombé. Alors, les gens se sont dit, eux-mêmes en Kotokoli, si Bindje même est tombé, c'est que le gris-gris ne marche pas. Reculons. Étant un groupe très organisé, ils ont pris, malgré que Bindje était sérieusement atteint, ils l'ont pris, ils n'ont pas voulu le laisser, ils l'ont pris avec eux, ils sont rentrés du côté inverse, du côté opposé du commissariat. C'est comme ça, les policiers les regardaient. L'objectif des policiers, ils savaient toujours qu'ils pouvaient encore. Leur objectif n'était pas de tuer pour tuer, mais de voir, de limiter le danger. Ils avaient encore les moyens d'aller au-delà, mais ils se sont abstenus pour voir s'ils pouvaient raisonner ce groupe. Qu'est-ce que le groupe a fait? Ils ont pris leurs blessés et commencé par se disloquer dans les ruelles. Parallèlement à cette attaque des 3 objectifs, à Sokodé, curieusement, aux mêmes instants, il y a un groupe aussi organisé qui s'est attaqué à un gendarme à la station Total en face du grand marché de Sokodé. Le gendarme était régulièrement en faction. A-t-il été surpris? Toujours est-il que ce groupe a pu une fois encore venir le surprendre et lui donner un coup de machette assez rude sur le bras qui tenait l'arme, avant de lui arracher l'arme. Lui-même, il a été ensuite molesté, sa moto incendiée, et puis ils ont tenté par la suite d'incendier la station elle-même. Mais une intervention rapide d'un nombre plus élevé les a dissuadés, ils s'en sont enfuis. C'est ainsi que, à Sokodé comme à Lomé, les groupes étant disloqués, les recherches, une enquête, les constatations ont été faites et une enquête rapidement mise sur pied en vue de détecter ce qui se passait. L'enquête, à ce jour, nous a permis d'interpeller 18 personnes, dont 15 à Lomé, 2 à Sokodé et 1 à Sogankopé dans le Ghana. Les dégâts que ce groupe a commis sur non seulement les forces de l'ordre, mais aussi sur les civils sont énormes. Je le disais tantôt, un gendarme en définitive est blessé. Il reste 4 gendarmes
qui sont grièvement blessés, qui sont encore à l'hôpital. Un policier dans leur riposte a été également blessé par balle. Le matériel, c'est des dégâts très très importants en matière, au plan matériel. 5 Kalachnikov, 5 armes Kalachnikov emportées, mais le matin, aux environs de 4h30 à 5h, il y a une bonne volonté qui a aperçu une arme dans le caniveau à 200 mètres au sud du commissariat d'Aboué. Il l'a prise et il l'a apportée au commissariat. Lorsqu'on a regardé dans cette arme, se trouvaient seulement 2 munitions dans le chargeur, alors que habituellement il y a une trentaine, il y a 30 cartouches qu'on donne dans le chargeur. Donc on peut là voir que le reste a été tiré sur le commissariat. Effectivement, les impacts sur le commissariat, c'est partout. Les murs ont pris des impacts. Les véhicules qui étaient là ont également pris assez d'impacts. Ils ont lancé, je vous le disais, des cocktails Molotov. Ça a enflammé des véhicules. C'est rapidement après leur départ que les sapeurs-pompiers sont venus éteindre les feux. Et les véhicules civils ont été également très endommagés. Je parlais tantôt du camion Quinquer qui a été brûlé. 3 autres véhicules endommagés, des civils. Des civils ont été également blessés, molestés. La guérite de la Banque Atlantique a été également fracassée. En définitive, quand on regarde, ce mouvement était déterminé par son organisation et son engagement à déstabiliser les institutions de la République. En dehors de Lomé et Sokodé, ils avaient placé à Tchébébé et à Agné un groupe qui était aussi chargé de bloquer la circulation, la nationale numéro 1. Donc ce groupe allait s'en servir de véhicules et camions pour bloquer la nationale et donc paralyser entièrement la circulation du nord au sud. Nous n'avons pas, jusqu'à ce jour, retrouvé les 4 FAC qui ont disparu. Les recherches se poursuivent. Je profite de l'occasion pour dire, celui qui a ou a seulement connaissance du lieu de cette arme et qui préfère cacher l'information se rend coupable aussi d'une infraction. J'appelle la population à coopérer étroitement avec nous, avec la police, la gendarmerie, toutes les forces de défense en général, pour qu'on puisse retrouver ces armes. Car les recherches, tant que nous sommes dans cette recherche, les gens sont en posture de défense. Les gens ne sont plus dans la posture du maintien de l'ordre. Nous sommes en posture de combat réel, car l'ennemi désormais détient nos armes. Les forces s'équivalent a priori. 4 armes sont emportées par les manifestants, ce qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité. Les forces de l'ordre et de sécurité invitent donc la population à la collaboration afin de retrouver rapidement ces armes. C'est dans le souci de garantir une meilleure protection aux citoyens. Dans le reste de l'actualité, l'heure est à la révision à la HAC. L'instance de régulation revoit ses tests dans la perspective de la présidentielle de l'année prochaine. Sur quoi travaille-t-on précisément à Palimé? Augustin Kossi pour les précisions. La HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, en session spéciale à Palimé. Une rencontre de 5 jours consacrée à l'adoption des textes réglementaires devant encadrer les professionnels des médias pour l'élection présidentielle de 2020. Les membres de l'institution de régulation vont examiner aussi les dossiers de déclaration de parution nationale, de délivrance et de renouvellement de la carte de presse. Il s'agit notamment d'un arrêté relatif à l'accès équitable de tous les candidats aux médias officiels. Nous allons déterminer le temps d'antenne et la surface rédactionnelle auquel auront droit chaque candidat. Dans l'élection donc qui s'annonce, il y a 2 éléments fondamentaux dont nous allons tenir compte. Premièrement,
il y a le vote de la diaspora. La seconde, qui est aussi fondamentale, c'est l'élection à 2 tours. De la campagne présidentielle à la publication des résultats, en passant par le scrutin proprement dit, les médias ont un rôle indéniable selon le président de la HAC. Il est donc d'une nécessité absolue que des dispositions soient prises, des mesures idoines pour un traitement professionnel et équitable des informations. Nul n'ignore le rôle prépondérant que joue la presse dans la réussite d'une consultation électorale. Et pour celle de la présidentielle de 2020 qui pointe déjà à l'horizon, la HAC entend jouer sa partition conformément aux dispositions du Code électoral. De la nécessité de prendre des textes réglementaires pour un encadrement efficace et efficient de la presse nationale et internationale. Les textes devant régir l'élection présidentielle prochaine doivent respecter et aboutir à un scrutin transparent et démocratique équitable dans notre pays. Ces textes réglementaires que nous allons adopter comportent des innovations, notamment l'organisation des débats entre les candidats ou leurs représentants pour présenter aux électeurs leur programme de société. Avec les réformes constitutionnelles et institutionnelles intervenues en mai dernier, instituant un scrutin à 2 tours, la HAC a également pris des dispositions idoines pour se conformer à la nouvelle donne. L'institution de régulation des médias réaffirme sa détermination à faire en sorte que le travail de la presse soit marqué par le respect des normes professionnelles et de l'égalité des chances entre les différents candidats, comme elle l'a toujours fait, notamment lors des législatives de décembre 2018 et des municipales de juin 2019. La nouvelle donne concerne aussi le vote de la diaspora. À cet effet, il faut également des dispositions devant couvrir le processus électoral dans les pays d'accueil. Pour le préfet de Kloto, Bertin Kokou-Hassan, cette démarche de la HAC revêt un sens particulier, un appel à l'esprit patriotique pour le renforcement du vivre ensemble et à la consolidation du climat de paix. C'est depuis ce mardi, je vous l'annonçais en titre aussi, le Centre national d'appareillage orthopédique accueille des visiteurs des journées portes ouvertes jusqu'à vendredi prochain. L'initiative marque la journée internationale des personnes handicapées. C'est ce 3 décembre aujourd'hui, donc nous reviendrons sur le sujet dans de prochaines éditions. Comment se comporter en période électorale? On en parlait tantôt avec la HAC. Le journal Canal D nous sensibilise. C'est son projet citoyen. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir exactement? Salam et Medina Salabi qui nous renseignent justement. Pour un processus électoral apaisé, les médias se sont engagés à promouvoir les valeurs de paix et de non-violence. Canal D, à travers son journal, se propose d'éduquer et de sensibiliser les lecteurs, en l'occurrence les jeunes, sur des thématiques en lien avec la cohésion sociale. L'objectif est de contribuer à la réussite de l'élection présidentielle à venir dans un climat de paix. Durant les 6 mois que durera le projet, nous allons produire des articles de presse, des enquêtes, des reportages, des dossiers et interviews avec les différentes parties prenantes à l'élection présidentielle de 2020. Il faut dire qu'un accent particulier à travers notre projet a été mis sur la jeunesse, parce que la jeunesse aujourd'hui est le fer de lance de la République de demain. De fait, donc, nous avons prévu des bandes dessinées à travers notre journal qui sera distribué gratuitement, je précise, dans les 5 bibliothèques. Canal D fait partie des 15 médias sélectionnés par le ministère de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté pour la mise en œuvre de sa politique de formation civique. Aujourd'hui, le non-respect des lois, de l'autorité, la dégradation des biens publics et privés, les violences sur toutes ses formes, les abus de diverses manières se font ressentir partout sur toute l'étendue du territoire. Donc, il fallait trouver aussi un canal par lequel la citoyenneté doit être relayée. Et donc, c'est dans ce sens que le ministère a lancé un appel à manifestation sur les médias. Aider les médias qui sont souvent appelés le 4e pouvoir à relayer l'information par rapport au civisme et à la citoyenneté. Le
représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a salué ce projet du ministère de la Communication et appelle chaque partie prenante à jouer son rôle pour le maintien de la paix, surtout en période électorale. Ce communiqué avant de refermer cette édition, le ministre chargé de l'économie et des finances porte à la connaissance des attributaires de marchés publics financés sur ressources extérieures que le paiement des droits et taxes par chèque trésor est suspendu à compter de ce jour. Les détenteurs de chèques trésor déjà en circulation sont invités à les retourner dans le plus bref délai et au plus tard le 31 décembre 2019 au Trésor public porte 108 pour disposition à prendre. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.